Merci à toutes et à tous pour votre présence. Nous accueillons les autorités suivantes. Monsieur Arnaud Cochet, préfet de Meurthe-et-Moselle. Monsieur Mathieu Klein, maire de Nancy et président de la métropole. Monsieur Laurent Garcia, député de Meurthe-et-Moselle. Monsieur Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle. Monsieur Olivier Jacquin, sénateur de Meurthe-et-Moselle. Madame Chahinès Kirouni, présidente du conseil départemental. Madame Valérie Debord, vice-présidente du conseil régional. Monsieur le colonel Lemarec, délégué militaire départemental adjoint. Madame Valérie Fraisse, adjointe au directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette journée dont on fête aujourd'hui le 29e anniversaire est l'occasion pour la nation de témoigner sa reconnaissance à tous ceux qui ont recueilli, protégé ou défendu, au péril de leur propre vie et sans aucune contrepartie, une ou plusieurs personnes menacées de génocide. Ne les oublions pas. Je passe maintenant la parole à Monsieur Alain Lefebvre, président de la communauté juive de Nancy. Nous entendons quelques minutes l'arrivée de quelques autorités qui sont absentes. Monsieur le préfet, messieurs les parlementaires, madame la représentante du président du conseil régional, madame la présidente du conseil départemental, monsieur le maire de Nancy, président de la métropole du Grand Nancy, messieurs les maires, monsieur le délégué militaire départemental adjoint, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, chers amis, je tiens à vous remercier d'être présents à cette cérémonie de souvenir en hommage aux milliers de victimes de la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942 et plus largement aux dizaines de milliers de juifs nationaux ou étrangers, raflés dans notre pays pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d'être déportés et massacrés sous les mains des barbares nazis, aidés par leurs supplétifs français de la collaboration de Vichy. Disparus sans sépulture, notre cérémonie leur tient de lieu de stèle et d'épitaphe, ce qui correspond à la formule biblique Yad Vashem, un signe, un nom, qui a donné son nom au grand mémorial de la Shoah à Jérusalem. Tout comme l'effacement des corps brûlés dans les crématoires des camps, l'effacement des noms des victimes était également au cœur de l'entreprise d'extermination nazie. Raison pour laquelle elles étaient réduites à de simples numéros tatoués sur leurs bras. Si l'on ne peut ressusciter les corps partis en fumée, on peut et on doit rappeler leurs noms et restaurer les vestiges de leur existence. On se laisse parfois fourvoyer par les statistiques qui nous font imaginer
un cheptel humain, informe et anonyme, conduit à l'abattoir. Mais au-delà du dénombrement des 13 152 hommes, femmes, enfants, invalides ou mourants, sortis brutalement de leur lit au petit matin de cette belle journée de l'été 42, alignés à la queue leu-leu, derrière ces autobus à plateforme qui vont les conduire rue Nélaton dans le 15e arrondissement de Paris, il y a des visages, rien d'autre que des visages, tellement particuliers, tellement uniques, tellement humains, étincelles d'innocence, égarés en enfer. Voyez le visage flétri, fatigué et désabusé de la vieille Rosalie, le visage poupin de Régine, à peine sortie des limbes de l'enfance, pétrifiée par la peur, le visage d'ange du petit Salomon, effaré par l'incompréhension, le visage terrorisé de la petite Ginette, le regard braqué sur les lèvres de sa mère, dont elle attend un mot d'explication, un signe d'espoir. Le visage blafard et soudain impuissant de ce géant de sa bataille qui avait pourtant passé sa vie à protéger les siens. Après 4 jours interminables, sous la verrière du Veldiv, en pleine canicule, tous ces visages, jusque-là si différents, présentent quelques similitudes, comme s'ils appartiennent désormais à une même famille, celle des hagards, des affamés, des fantomatiques, des voyageurs jusqu'au bout de l'enfer. Impossible de saisir cette souffrance d'un autre monde si on ne se transporte pas soi-même au milieu de la fournaise de ce vélodrome puant et beuglant. Impossible de compatir à la folle angoisse des enfants accrochés au basque de leur mère si on ne leur donne pas l'espace d'un instant, le visage de nos propres enfants. Impossible de ressentir le vertige des adultes et des vieillards, happés dans le tourbillon de cette sauvagerie à visage humain, si on ne parvient pas à les imaginer avec les traits de nos parents et de nos grands-parents. Seul l'amour que l'on ressent pour le sien peut nous aider à partager une once de la souffrance subie par nos frères humains, dont les visages souriants du monde d'avant remplissent les pages du monumental et emblématique mémorial de la déportation des Juifs de France, édité par le couple Klarsfeld. Il faudrait ajouter à cette galerie tant d'autres portraits pour dresser un tableau plus complet de cet épisode horrifique du Veldiv 42. Visage des 881 binômes de policiers français qui ont accompli leur sinistre mission avec une diversité de comportements qui rend difficile tout jugement global et définitif. Ici, le visage débonnaire du brave type qui aurait préféré être ailleurs en ce jour maudit. Là, le faciès consciencieux et détaché du professionnel rompu aux automatismes de sa fonction. Plus loin, le regard martial d'un Dupont-Lajoie, lesté d'un lourd avatisme raciste, pas mécontent de sa prise de chasse, devant laquelle il se serait bien pris en photo. Puis, en retrait, comme s'il voulait se démarquer de ses collègues, le visage abattu du compassionnel, heurté dans sa conscience par l'atrocité de la besogne, et qui, la veille au soir, a pris le risque insensé de prévenir un maximum de familles juives
de l'imminence du danger, grâce à quoi ils ont pu échapper au sort funeste de leurs coreligionnaires. Gloire à ces Nancéens, à tous ces Français, héros ordinaires, braves entre les braves, promus justes parmi les nations. Visage nimbé d'une bonté naturelle et meurtri de stupeur, bouleversés jusqu'au plus profond de leur être par le déferlement d'inhumanité qui les entoure et qui, pour l'honneur de l'humain, pour l'honneur de la police, pour l'honneur de la France, des lumières des droits de l'homme, vont risquer leur vie, sauvant celle de leurs semblables, affublés du stigmate de l'étoile jaune. Par leur courage insensé, ils ont sauvé des dizaines de milliers de Juifs d'une mort certaine et ont fait de la France, avec les quelques 70 000 victimes parmi tous les pays occupés d'Europe, celui qui a été le plus épargné par la barbarie nazie en termes de proportion au regard de l'ensemble de la population juive globale qui vivait en France en cette période sombre. Plus jamais ça. Comme après chaque conflagration, on s'est laissé bercer par cette antienne onirique d'un nouveau monde, offense à la logique implacable de l'histoire, dont la haine anti-juive est l'une des constantes aussi invariables que les lois universelles de la physique. Cette haine transgénérationnelle revêt tant de visages qu'on l'aperçoit souvent comme un phénomène nouveau. Alors qu'on a affaire à un hydre à 1000 têtes qui recycle à l'infini ses modes de surgissement et ses symptômes hideux. Quel rapport, en effet, avec les nazis cultivés et tirés à 4 épingles qui obéirent aux ordres du sinistre Théodore Danaker, ordonnateur de la rafle du Veldiv, les fanatiques islamistes des années 2000 qui vont sévir à travers l'Europe pour tuer du koufar, l'impie, juif de préférence, et les mollahs iraniens qui hurlent à l'envi leur volonté d'éradiquer l'entité sioniste de la surface du globe. Leur seul point commun, la haine immémoriale des enfants d'Israël, qui, comme un flot tumultueux, irrépressible, trouvera toujours un exutoire où se déverser. Depuis le début du XXIe siècle, le plus jamais ça, post-Shoah et post-Veldiv, n'a pas empêché une grande partie des Juifs de France de se sentir menacés dans leur propre pays et d'émigrer vers des cieux plus cléments sous l'effet des vagues antisémites successives et de son corollaire indissociable, la détestation d'Israël. Que serait l'Europe si l'angoisse des Juifs continuait d'entretenir ce flot migratoire incessant d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre? Et que deviendraient ces cérémonies s'il n'y avait plus de Juifs pour y participer dans certaines de nos régions? Nous demandons donc instamment aux autorités nationales, territoriales et locales de lutter sans concession contre l'insécurité qui perdure dans notre pays, contre toutes les formes d'antisémitisme, quel que soit leur visage, de la haine du juif à la haine d'Israël, de l'anéantissement des Juifs à l'anéantissement d'Israël. De par leur confession, de par leur confrontation millénaire à tous les visages du mal, les Juifs sont des vigies qui ont appris à pressentir les vents mauvais de l'histoire et les coups qui leur sont portés d'une façon aussi obsessionnelle que gratuite ne sont que les signes avant-coureurs des tourments qui guettent l'ensemble de nos sociétés. Encore une fois, cette cérémonie du Veldiv coïncide
avec la commémoration religieuse de Tisha B'Av, anniversaire des plus grands malheurs qui ont frappé le peuple juif et que nous marquons par un long jeûne et la récitation d'élégies funèbres dans nos synagogues. La destruction, en ce même jour, mais à quelques siècles d'intervalle, du premier temple de Jérusalem par les Assyriens et celle du deuxième temple par les Romains, compte parmi les premières manifestations d'anti-judaïsme, qui s'accompagnaient d'une volonté acharnée d'éradiquer le lien organique et spirituel entre le peuple juif, son sanctuaire sacré et Jérusalem. Quand on sait aujourd'hui la part primordiale, sous-jacente ou affichée qu'occupe la haine de l'État d'Israël dans l'esprit des antisémites, on se dit que l'obstination à la dissocier au nom d'une soi-disant légitimité à critiquer un État relève au mieux d'une naïveté coupable ou pire, d'une volonté déclarée de maintenir la haine du juif, comme individu ou comme nation, comme la soupape universelle et intemporelle du défoulement des pulsions du mal qui continue de miner les fondements de la civilisation. Merci par votre présence amicale et bienveillante à nos côtés ici et dans tant d'autres villes de France. En cette journée d'hommage aux victimes de la fureur nazie et de leurs complices, démontre, s'il en est encore besoin, que les forces de lumière que vous représentez finiront toujours par l'emporter sur celles de l'obscurité. Lecture du message ministériel par Monsieur le Préfet Arnaud Cochet. Bravo. Cher papa, on nous emmène au Vélodrome d'hiver. Mais il ne faut pas nous écrire maintenant, parce que c'est pas sûr qu'on restera là. Je t'embrasse bien fort, et maman aussi. Ta petite fille qui pense toujours à toi. Ces mots sont ceux d'une fille à son père, ceux d'une petite Française de 10 ans, née dans une famille hongroise d'origine polonaise. Marie-Gélène les a écrits le 16 juillet 1942, peu après son arrestation. Ce même jour, sa mère et elle sont emmenées au Veldiv. Après de longues heures d'attente et d'angoisse, toutes deux sont déportées au camp de Pithiviers. Toutes les deux, jusqu'à l'insoutenable arrachement d'une mère qui dit adieu à sa fille. Quelques semaines après sa maman, Marie-Gélène monte, le 21 septembre 1942, dans un convoi pour Auschwitz. Elle est assassinée dans les chambres à gaz. Comme la petite Marie, 4115 enfants sont arrêtés durant la rafle du Veldiv. Aucun de ceux qui ont été déportés vers les camps de la mort ne revint. Les 16 et 17 juillet 1942 demeure une marque d'infamie dans notre histoire, une blessure à notre mémoire nationale. 13 152 juifs qui avaient fait confiance à la patrie des droits de l'homme furent arrêtés et livrés à leurs bourreaux. Durant ces abjectes journées, la France trahissait ses valeurs et son histoire, recouvrant en notre honneur du voile de la compromission. Le zèle coupable de l'État français, des collaborateurs et du régime de Pétain avait secondé la folie criminelle de l'occupant.
Entendons les cris et les pleurs, les indignations et l'incompréhension de ces enfants, ces femmes, ces hommes, ces familles, lorsqu'ils furent brutalement arrachés à leur sommeil, qu'ils virent leurs portes enfoncées, qu'ils furent poussés dans l'escalier, puis dans la rue. S'ensuivit, pour beaucoup, l'interminable détresse dans les travées du Vélodrome d'hiver. La flamme du souvenir ne s'éteindra pas. En cette journée nationale, la nation rend hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Elle se souvient de la rafle du Veldiv et de toutes les autres, les 76 000 déportés, des victimes tziganes, homosexuelles, handicapées et tant d'autres. Dans un même mouvement, la France se souvient des martyrs et des sauveurs. En ces heures, il y eut les ténèbres, mais tant de lumière aussi. Des héros, connus ou anonymes, ont aidé, sauvé, caché, accueilli, protégé, accompagné, souvent au péril de leur vie, des enfants, des femmes, des hommes et des familles. Tant et tant furent sauvés de la rafle des innocents par ces étincelles d'humanité. Les justes ont, dans les profondeurs de notre pays, fait vivre les valeurs qui nous sont chères. Dans le chemin tracé par Jacques Chirac et poursuivi par le président de la République, la France regarde son histoire avec vérité. Cette journée nationale invite chaque Français à l'éveil et à la vigilance face à l'extrémisme, à l'antisémitisme et à toutes les discriminations. Il est des fléaux qui rongent une nation. Nous devons collectivement combattre le racisme, le révisionnisme, le complotisme et les séparatismes. Ainsi, nous œuvrons en faveur d'une certaine idée de la France, mais aussi pour une idée certaine de l'humanité. Les autorités vont maintenant déposer leurs gerbes au pied des plaques.
Les autorités sont invitées maintenant à saluer les porte-drapeaux. Le soleil, ça fait bien. Ça donne un peu de baume au cœur. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous.